Imaginez un ennemi avec qui il est impossible de négocier. Il ne fait pas de prisonniers. Il se moque de l'or. Ses mâchoires se referment avec la pression d'un étau industriel, réduisant le cubitus d'un légionnaire en gravat plus vite qu'un marteau de forgeron ne frappe l'enclume. Les Romains ont d'abord créé ce monstre, puis l'ont enfermé dans une armure, le transformant en un instrument vivant de terreur avant de le perdre dans les méandres des siècles. Pas de mythe sur le meilleur ami de l'homme ici. Ceci est le dossier sur l'arme biologique de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'anatomie du chien de guerre romain. Nous voulons la physiologie brute et la tactique. Nous allons jeter un œil dans l'armurerie de la Légion pour voir ces colliers lames qui transformaient l'animal hachoir sur pattes. Et nous allons reconstituer un combat où une meute de chiens brise les rangs d'une cavalerie d'élite, semant la panique là où l'acier avait échoué. Oubliez les mythes populaires. Si vous imaginez le chien romain comme un mastif obèse de la taille d'un ours, oubliez les mythes populaires. Si vous imaginez le chien romain comme un mastif obèse de la taille d'un ours, oubliez tout. Dans une vraie légion, un tel chien serait mort dès la deuxième étape du voyage. La légion, c'est 30 km de marche par jour. On ne nourrissait pas les fardeaux inutiles, on les mangeait. Le véritable canis molossus était un concentré de nerfs et de rage, pesant environ 60 kg. Imaginez un canet corso moderne, mais sec. Ce n'était pas un bodybuilder de compétition, mais un combattant de MMA en poids léger, capable de se battre 5 rounds sans reprendre son souffle. Les Romains ne l'ont pas créé à partir de zéro. Ils ont pris le prototype aux Grecs, un chien de berger qui tuait des loups depuis des siècles. Les ingénieurs romains ont simplement basculé l'interrupteur dans la tête de la bête. Le code « Protéger le troupeau des loups » a été réécrit en « Protéger la légion des humains ». Les Romains ont pris cette fureur naturelle et l'ont enchaînée dans le cadre de la discipline. Les généraux se frottaient les mains avec suffisance, pensant avoir la meilleure infanterie et les meilleurs chiens du monde. Mais ensuite, les légions ont débarqué sur les côtes brumeuses de la Grande-Bretagne. Et là, ils ont rencontré quelque chose qui a forcé les chiens romains à mettre la queue entre les jambes. La Grande-Bretagne n'a pas accueilli les légions avec de la pluie, mais avec un rugissement à glacer le sang. Quand les Celtes ont lâché leurs chiens, les soldats romains ont subi un choc. Leurs fameux molosses, habitués à dominer, se sont soudain retrouvés dans le rôle de la victime. L'historien Strabon appelait les créatures locales des démons noirs et jurait qu'un chien britannique pouvait s'attaquer seul à un taureau. C'était un tracteur couvert de poils, une force brute, primitive et sans frein. Les Romains ont agi comme une corporation impitoyable qui voit une technologie supérieure chez un concurrent. Ils ont décidé de se l'approprier. L'importation de ces bêtes est devenue une tâche stratégique pour l'Empire. Au lieu de la génétique de laboratoire, c'est la pratique cruelle des arènes et des camps militaires qui a opéré. Les maîtres chiens romains ont croisé les molosses disciplinés avec les berserkers britanniques. Ainsi sont nés les pugnaces britanniae, les chiens de Bretagne. L'hybride parfait, le cerveau d'un tacticien et la rage d'un psychopathe. Comme si on avait injecté une dose mortelle d'adrénaline à un soldat des forces spéciales, mais qu'il avait gardé tout son sang-froid. Rome a obtenu le châssis biologique idéal. Mais la machine de guerre savait une chose, même un tueur parfait meurt d'un couteau rouillé dans le flanc. Ce temple vivant avait besoin d'une armure. Un chien de guerre est un actif coûteux. Le perdre à cause d'une flèche perdue, c'est jeter l'argent par les fenêtres. C'est pourquoi on a habillé les chiens. Pas d'armure étincelante, seulement du cuir de taureau grossier, bouilli dans l'huile, dur comme du bois. Il protégeait les flancs et le dos. Pour l'élite, on cousait des morceaux de côte de maille. L'odeur était terrible, l'huile rance, laine mouillée, fer. Cette armure donnait une chance de survivre aux premières secondes de la mêlée et de viser la gorge. Mais l'élément principal était le collier. Ce n'était pas un accessoire, mais une arme, un large corset hérissé de lames aiguisées. Ce truc avait deux missions, protéger la gorge et transformer le chien en scie vivante. Le chien n'a même pas besoin de mordre, il lui suffit de courir à travers les rangs serrés de l'ennemi. Les pointes acérées éventrent les jambes non protégées des fantassins. C'est un piège à loup qui court. Vous frappez la bête et elle, en esquivant, vous ouvre le tibia jusqu'à l'os par un simple mouvement du corps. La Légion avait maintenant un soldat en armure et armé. Il restait à lui trouver la bonne application pour transformer le chaos en tactique. Il y a une ligne au-delà de laquelle la guerre se transforme en chasse, et les Romains savaient comment traquer leur proie. Ils n'avaient pas besoin de trucs bon marché comme des pots en feu sur le dos des chiens, ce sont des contes pour les impressionnables. La réalité était plus effrayante. Leur arme, c'était le son et la vitesse.
Imaginez le rugissement d'une centaine de gorges couvrant le fracas des boucliers. Les Romains utilisaient les meutes pour le nettoyage et la poursuite. Quand les rangs ennemis flanchaient et s'enfuyaient, le fantassin lourd en armure ne pouvait pas rattraper le barbare léger, mais le chien, lui, le pouvait. Ce n'était pas une bataille, c'était une boucherie. Une meute de démons fonçait sur les fuyards. L'instinct du prédateur les poussait vers ceux qui montraient leur dos. Le chien s'accrochait au tendon d'Achille, jetait le mater et le maintenait jusqu'à l'arrivée du légionnaire. Les barbares ne voyaient pas cela comme une tactique militaire, mais comme un châtiment céleste. Des guerriers qui riaient au nez de la mort tombaient en état de sidération. La bataille se gagnait dans les têtes avant la première morsure. Mais le chaos est dangereux. Une meute de monstres devenus fous pouvait se retourner et mordre les siens. Pour gérer cet enfer, il fallait des hommes prêts à risquer leur vie à chaque seconde. Les chiens ne faisaient pas la guerre tout seuls. Dans l'enfer réel de la bataille, une meute incontrôlable, c'est une condamnation pour son propre camp. Derrière chaque monstre se tenait un maître, et ce n'était pas de l'amitié. C'était un travail de sapeur. Ces gars vivaient sur une poudrière. Dans le chaos, où les cris sont noyés par le fracas d'une étale, le chien devait entendre un seul sifflement, le sien. Le maître chien est un kamikaze. S'il était tué par une flèche perdue, la sécurité sautait. Le chien cessait de voir la différence entre une tunique romaine et un pantalon barbare. Une bête en armure ayant perdu tout contrôle pouvait commencer à déchiqueter tout ce qui vivait dans le rayon de sa chaîne. Dans les rangs, on les gardait comme une arme chargée, prête à tirer. Imaginez, un mur de boucliers, et dans les intervalles étroits, des chiens râlent et tirent sur leur chaîne. Ils sentent la peur, entendent les battements de cœur de l'ennemi. La bave goutte sur l'armure. Les maîtres enroulent les laisses en cuir autour de leurs poings jusqu'à s'en briser les os, retenant la mort vivante. La laisse, ce n'est pas du contrôle, c'est une mèche. Les généraux attendaient le moment. L'ennemi flanche, l'ordre tombe. Les chaînes tombent dans la boue. Le bélier vivant s'élance. Mais l'effet le plus terrifiant des chiens n'était pas contre l'infanterie. Leur heure de gloire arrivait lorsque la cavalerie entrait sur le terrain. Nous arrivons au morceau de choix. On ne nourrissait pas les chiens avec du bœuf de première qualité pour chasser des hommes. On leur apprenait à briser les rangs de la cavalerie. Le cavalier antique en armure, c'est un tank. Le renverser frontalement est presque impossible. Mais son véhicule a un bug dans le système. Une peur ancienne, génétique, du prédateur. Quand les chiens déboulaient sur le champ de bataille, les chevaux parfaitement dressés se souvenaient soudain qu'ils étaient des proies. Le chien n'avait pas besoin de renverser le cheval par son poids, c'est physiquement impossible. Il devait créer la panique. Ils travaillaient comme des loups. Ils attaquaient par en bas, mordant les tissus mous, les naseaux ou l'aine. La douleur et l'odeur du prédateur frappaient le cerveau du cheval. La monture devenait folle, se cabrait, désarçonnant son cavalier, et brisait ses propres rangs. Résultat unique, l'attaque s'étouffait. Le cavalier à terre dans sa lourde armure était une boîte de conserve que les légionnaires n'avaient plus qu'à ouvrir. C'était une combinaison parfaite, une symbiose poussée à l'absolu. Il semblait que cette technologie serait éternelle, mais un jour, les chiens ont disparu. Et la raison n'était pas la force de l'ennemi. Imaginons la fin d'une telle bataille. Le champ est jonché de cadavres, un brouillard sanglant, et au milieu du chaos se tient un chien romain. L'armure est entaillée, le museau est couvert d'une croûte de sang étranger. Un fragment de lance dépasse de son flanc. De la vapeur sort de sa gueule par nuages, mais il ne gémit pas et ne s'enfuit pas. Il regarde son maître, et il attend le prochain ordre. Dans cette image réside toute l'essence de Rome, une efficacité cruelle qui a écrasé la nature. Ils ont pris une bête, brisé sa volonté et l'ont transformée en outil, le soldat idéal. Il ne demande pas de solde, ne se mutine pas, il sert jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Le sommet de la bio-ingénierie du monde antique. Mais où sont-ils passés ? Pourquoi les armées d'aujourd'hui ne lâchent-elles plus de meutes de mastifs ? La réponse est aussi cynique que Rome elle-même, l'argent. Les chiens n'ont pas perdu la guerre, ils ont perdu face à la comptabilité. Entretenir une légion de carnivores, les soigner, les transporter et les entraîner pendant des années est devenu non rentable. Il est moins cher d'engager des archers que d'élever une seule meute de combat. L'économie a vaincu la biologie. Ils n'ont pas été vaincus, ils ont été licenciés. Mais ils n'ont pas disparu. Regardez le mastif moderne. Ces lourds plis de peau sur le cou ne sont pas là pour la beauté. C'est une armure biologique, créée pour glisser entre les dents de l'ennemi, sauvant l'artère. Une mémoire évolutive des batailles. L'Empire est tombé en poussière.
Mais les monuments vivants de cette époque dorment sur les tapis de nos maisons. Ils ronflent paisiblement. Mais quelque part au fond de leur ADN, ils tiennent encore les rangs. Et ils attendent l'ordre.